Merci, monsieur le directeur général, cher Laurent Castin, monsieur le ministre, cher Roland Lescure, mesdames et messieurs les élus. Je suis particulièrement heureux de retrouver les chantiers de l'Atlantique, un lieu où tout est grand, tout est beau, tout est puissant, tout tourne fort, tourne vite et permet de construire l'industrie française de demain. C'est ici, en partie, que nous allons réussir le pari que nous avons fait avec le président de la République, faire de la France la première économie décarbonée en Europe à horizon 2040. Pour réussir ce pari, qui redonne une ambition, une perspective de long terme à notre nation, nous avons besoin massivement d'électricité décarbonée. Ça suppose du nucléaire, qui a été tant critiqué dans les décennies passées, et à tort, et que nous avons voulu relancer en ouvrant la création de 6 nouveaux EPR. Cela suppose évidemment d'investir sur le photovoltaïque. Nous faisons le pari du photovoltaïque. Et ça suppose d'investir dans l'éolien terrestre comme en mer. Ici, nous bâtissons l'éolien en mer de demain. Il est important de voir d'où nous venons. Pour dire les choses très simplement, nous avons pris un sacré retard à l'allumage en matière d'éolien offshore. Quand je compare à d'autres grandes nations européennes, c'est un peu le drame de la France. On discute, on débat, un peu de mal à décider et à avancer. Moyennant quoi, nous accusons du retard sur l'éolien en mer. Quand je regarde les chiffres, ils sont simples. Il n'y a quasiment aujourd'hui aucune électricité décarbonée produite par des champs éoliens en mer en France. C'est la réalité. Nous voulons donc décider, accélérer, et accélérer massivement le déploiement de l'éolien en mer d'ici 2050, c'est-à-dire d'ici 25 ans. Nous aurons, dès le mois de juin 2024, 1,5 gigawatts de déployés. Le double en 2025, 3 gigawatts. 6 fois plus en 2035, 18 gigawatts. Et d'ici 25 ans, d'ici 2050, nous voulons qu'il y ait 45 gigawatts d'éolien en mer déployés sur les côtes françaises. C'est-à-dire que nous voulons que l'éolien en mer, qui aujourd'hui ne représente rien dans le mix énergétique de notre pays, représente d'ici 25 ans 20% de notre consommation électrique. C'est une grande ambition, c'est une belle ambition, et c'est parce qu'elle est grande qu'elle est belle. En 25 ans, nous devons faire un pas de géant. Et je crois très sincèrement que l'ère des petits pas, progressifs, modestes, est dépassée face à une transition climatique qui s'accélère, face à une transition énergétique qui s'accélère, et face à une nouvelle mondialisation où chacun veut récupérer des parts de marché pour soi sur l'industrie verte, et où si nous voulons livrer la compétition, il faut la livrer vite et fort. Nous sommes, avec Roland Lescure, totalement déterminés à livrer cette compétition vite et fort. Alors pour ça, nous avons besoin d'abord de parcs. Nous avons aujourd'hui 6 parcs éoliens en mer, 3 en Normandie, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Dieppe-le-Tréport, 1 à Saint-Brieuc, 1 à Saint-Nazaire, 1 dont nous avons évidemment beaucoup parlé au large de l'île Dieu, Noirmoutier. 3 de ces parcs sont déjà raccordés au réseau. 3 autres sont en cours de raccordement à Courseulles-sur-Mer, Dieppe-le-Tréport et à Yeux, Noirmoutier. Et ils sont pour cela équipés, chère Catherine MacGregor, de sous-stations, à l'image de ce bijou technologique que vous voyez derrière nous et qui sera prochainement installé sur le champ éolien Dieu-Noirmoutier. Cette sous-station, fabriquée ici sur les chantiers de l'Atlantique, qui ont réussi à se diversifier, je veux en féliciter son directeur général Laurent Castin et toutes ses équipes, cette sous-station est absolument décisive parce qu'elle permet de récupérer le courant issu des éoliennes, d'en rehausser la tension et de l'acheminer ensuite sur Terre pour que ça puisse participer à la production d'électricité pour nos compatriotes. Voilà donc pour les parcs et pour le déploiement qui est prévu. Maintenant, nous voulons accélérer.
Je le redis, il est temps de faire des pas des géants et de sortir de la politique des petits pas si nous voulons vraiment être la première économie décarbonée en 2040. Plus nous déploierons nos parcs éoliens en mer, plus l'énergie qu'ils fourniront sera compétitive et plus nous serons indépendants. Car derrière cet enjeu de décarbonation, il y a aussi un enjeu d'indépendance. Je pense que chacun peut tirer facilement les leçons de la guerre en Ukraine et de la dépendance énergétique des pays européens. Nous devons être indépendants à 100% en matière d'électricité décarbonée. Alors ces nouveaux parcs que nous voulons déployer, nous voulons qu'ils soient plus puissants et plus éloignés des côtes quand cela est possible. Croyez-moi, je connais bien la Vendée, je connais bien l'île de Noirmoutier, je connais bien l'île-Dieu. J'étais ministre de la Pêche. Je me souviens des débats avec les pêcheurs de l'île-Dieu quand j'ai interdit la pêche du requin taupe dans l'île-Dieu. Dieu sait que les marins pêcheurs de l'île-Dieu m'en ont voulu, mais on s'est rattrapé avec des quotas de pêche plus importants sur d'autres espèces. Donc je connais la sensibilité légitime des habitantes et des habitants de ces territoires à l'égard du paysage magnifique de leurs côtes et sur la nécessité d'avoir des parcs qui soient désormais, puisque la technologie nous le permet, plus éloignés des côtes. Aujourd'hui, les parcs sont entre 10 et 20 km des côtes. Demain, ils seront à 60 km des côtes. Mais ça suppose des transformations technologiques majeures, notamment d'avoir des sous-stations comme celle-ci qui transforment le courant alternatif en courant continu pour qu'il puisse être transporté avec la même puissance, sans trop de perte de puissance, depuis les éoliennes jusqu'à terre. C'est bien ça l'enjeu technologique et le verrou technologique que nous avons fait sauter. Alors je le redis, il est essentiel que la concertation soit menée de la manière la plus large et la plus ouverte possible. Nous avons lancé un grand débat public, la mer en débat. Il s'est tenu jusqu'au 26 avril. Il portait sur la cartographie des zones des futurs projets éoliens en mer sur les 4 façades maritimes françaises. Et je veux saluer, ils sont ici très nombreux, la mobilisation de tous les acteurs, les élus, les régions, les ONG, les comités de pêche. J'aurai l'occasion de voir le président du comité de pêche dans quelques instants, les citoyens, 300 événements, 200 000 consultations en ligne, 20 000 participants aux réunions. Je pense sincèrement que la concertation a été la plus large possible. Il y a des inquiétudes, je le redis, parfaitement légitimes qui sont remontées. Des inquiétudes sur la biodiversité, des inquiétudes sur la pêche, des inquiétudes sur le tourisme, sur les paysages qui sont un des éléments clés du patrimoine culturel et historique français. Nous avons aussi, du côté de l'État, nos propres contraintes. Nous avons des contraintes techniques. Nous avons, je suis aussi ministre des Finances, des contraintes financières que vous connaissez tous bien. Et puis nous avons des contraintes militaires dont chacun doit être conscient. Sur la base de ce grand débat, et parce que la consultation a été large, nous pourrons publier en septembre la carte des zones propices à l'éolien en mer à horizon 10 ans et à horizon 2050. Et je souhaite que d'ici là, tous les préfets mènent à nouveau une concertation renforcée avec les acteurs pour que cette carte tienne compte de toutes les inquiétudes. Ces projets doivent être des projets partagés. Ils ne doivent pas susciter de l'inquiétude ou du rejet, mais au contraire susciter une ambition collective. La deuxième condition pour accélérer, c'est donc d'abord la concertation, j'insiste là-dessus, mais c'est d'avoir un calendrier qui soit clair. Pourquoi ? Tout simplement parce que les enjeux industriels sont considérables et se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Et si nous voulons que les industriels investissent sur des sommes aussi importantes, ils ont besoin d'avoir de la visibilité sur le calendrier. Nous avons passé un certain nombre d'étapes clés depuis le début de l'année. Un lauréat a été désigné pour le premier parc éolien flottant commercial de France, situé au large de Belle-Île-en-Mer. Je donnerai son nom dans les prochains jours, une fois que la garantie bancaire sera constituée. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes sur le nom. Il faudra attendre encore quelques jours pour que vous connaissiez le nom, mais il a été désigné. La garantie bancaire doit être constituée. C'est un chantier évidemment très important parce que ce parc, d'une puissance de 250 mégawatts, permettra de produire de l'électricité qui correspond à la consommation d'un demi-million d'habitants. Ce projet montrera aussi, sans dévoiler de grands secrets, la compétitivité de la filière, parce que son prix sera très inférieur au prix de l'appel d'offres qui avait été fixé à un maximum de 140 € le mégawattheure. Nous serons très en dessous
des 140 € le mégawattheure. Là aussi, sans révéler de grands secrets, nous serons probablement davantage sur un nombre à 2 chiffres et pas à 3 chiffres. Je vous annonce également le lancement ce jour de l'appel d'offres pour 2 nouveaux parcs éoliens flottants de 250 MW en Méditerranée, au large de Fos-sur-Mer et au large d'Agde. La date limite de remise des offres est fixée au 14 août pour une attribution d'ici fin 2024. Donc vous voyez qu'on accélère vraiment avec des projets très concrets. L'appel d'offres numéro 5, les 2 nouveaux appels d'offres que je viens de vous présenter. Et enfin, nous communiquerons également un calendrier global des appels d'offres 7, 8, 9 et 10 qui permettront de déployer au total près de 13 gigawatts de capacité additionnelle à horizon 2035. Voilà la deuxième condition pour faire ce pas de géant. La consultation, un calendrier clair, ambitieux et rapide. Rapide, ça veut dire, et c'est la troisième condition, c'était là que le bas blessait en France, en simplifiant les procédures. Je vais faire très simple, mais quand on regarde ce qui a été fait par la loi ESSOC, par la loi ASAP, et par le projet de loi de simplification que je porterai d'ici l'été au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, nous pourrons déroger aux règles de la commande publique pour simplifier et accélérer la réalisation des ouvrages de raccordement des parcs éoliens en mer. Je le dis pour RTE, ce sera un gain de temps considérable pour RTE et pour la réalisation de ces ouvrages de raccordement. Nous publierons également un décret qui réduira la durée de la procédure d'appel d'offres des futurs parcs éoliens en supprimant la phase de préqualification et en réduisant la phase de dialogue concurrentiel pour ramener le délai total à environ 12 mois. Quand vous prenez bout à bout toutes ces décisions qui paraissent très techniques, la loi ESSOC, la loi ASAP, le projet de loi de simplification que je viens de vous annoncer pour RTE sur la réalisation du raccordement, le décret sur les appels d'offres, quel est l'objectif? Ramener de 12 ans à 6 ans la durée de déploiement d'un parc éolien en mer, diviser par 2 la durée. C'est indispensable si nous voulons réussir ce pas de géant et développer massivement l'éolien en mer, parce que sinon, en prenant 12 ans, le risque que vous courez, c'est que vous lancez un appel d'offres sur la base de technologies qui, lorsqu'elles se réalisent, elles sont dépassées, elles sont obsolètes, elles ne sont plus rentables, et l'industriel, évidemment, vous explique qu'il ne peut plus le faire, parce que ça n'est plus opportun, ça n'est plus rentable, et ça n'est plus technologiquement à la hauteur des ambitions. Enfin, ces nouveaux projets vont marquer un changement d'échelle en termes de puissance. Les nouveaux parcs seront 2 fois plus puissants. De 500 MW maximum aujourd'hui, ils doubleront pour passer à 1 gigawatt à l'avenir, avec des parcs, je le redis, qui seront plus éloignés des côtes, avec des câbles installés en mer sur des distances beaucoup plus longues, allant jusqu'à 60 km. Une fois en service, l'ensemble de ces projets dont je viens de vous parler représentera 15 gigawatts supplémentaires raccordés au réseau, pour un total de 18 gigawatts au total, soit l'équivalent de la puissance de 11 réacteurs nucléaires EPR. Vous voyez à quel point l'éolien en mer va prendre toute sa place, une place majeure, une place nouvelle dans le mix énergétique français, et c'est une excellente nouvelle pour la décarbonation de notre économie et pour la puissance de l'industrie française. Car c'est bien le dernier point sur lequel je veux insister devant le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, devant tous les salariés, les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs des chantiers de l'Atlantique. La transition énergétique est une révolution industrielle, une révolution verte. Et il est indispensable que la France saisisse cette chance. Cette chance, il y en a une comme cela par siècle. La France, qui s'est désindustrialisée massivement, qui a commis cette faute économique, politique, morale, culturelle, d'abandonner pendant 30 ans son industrie, a l'occasion unique de réindustrialiser son pays grâce à la transition énergétique et à la transition climatique. Croyez-moi, nous sommes totalement déterminés à saisir cette chance pour recréer des emplois, relancer l'industrie et refaire passer la part de l'industrie dans notre richesse nationale de 10% à 15%. C'est mon objectif et la transition climatique doit nous permettre de l'atteindre. Quand je regarde la filière de l'éolien en mer, 8000 emplois, des entreprises d'une qualité exceptionnelle, les chantiers de l'Atlantique, où je le redis, tout respire le savoir-faire, le professionnalisme, l'excellence industrielle française que nous n'aurions jamais dû abandonner, ni sur le nucléaire, ni sur les bateaux, ni sur aucun secteur de notre industrie, et qu'on voit vivre ici, dans la passion que je vois
dans les yeux des ouvriers et des salariés des chantiers de l'Atlantique. Je pense à d'autres entreprises comme General Electric à Saint-Nazaire, LM Wind à Cherbourg, Siemens Gamesa au Havre qui construisent des pales et des nacelles. Je pense à Prysmian, à Nexans, deux entreprises qui sont en pointe sur les câbles électriques. Rassurez-vous, nous sommes ambitieux pour l'industrie française et nous sommes ambitieux pour l'industrie de la décarbonation. Dans le seul domaine de l'industrie verte, 40 milliards d'euros d'investissement sont à venir. Il y aura de la place pour tout le monde. Et je remercie la filière de s'être engagée en garantissant 50% de parts locales et 20 000 emplois supplémentaires d'ici 2035 dans ce secteur. Ce qui est important aussi, c'est que nous maîtrisions l'intégralité de la chaîne de valeur. Et je vais y revenir, ce sera mes deux derniers points. Nous voulons produire en France, sur le territoire français, en défendant l'industrie et les intérêts économiques nationaux. Et je n'hésite pas à le dire, parce que dans la compétition que nous livrons, il faut bien que vous ayez des ministres qui soient totalement décidés à défendre vos intérêts économiques, vos emplois, vos sites industriels, vos technologies et vos savoir-faire. Et pour ça, il faut tout maîtriser, d'un bout à l'autre de la chaîne, importer le moins possible et réaliser le plus possible sur notre territoire. C'est pour cela qu'il est essentiel que nous puissions réaliser ici à Saint-Nazaire de grandes plateformes à courant continu, ce qui requiert des investissements considérables. Et je veux saluer le grand contrat qui a été conclu entre RTE, les chantiers de l'Atlantique et Hitachi, d'une valeur de 4,5 milliards d'euros. On fait peu de contrats à 4,5 milliards d'euros, qui comprend la construction à Saint-Nazaire d'une nouvelle génération de sous-stations, 4 fois plus grosse que celle qui est derrière moi. Donc vous pouvez imaginer ce que cela veut dire, 4 fois plus gros que ce qui est derrière moi, représentant 4 000 à 13 000 tonnes de puissance et de poids installés en mer. Ce contrat représente donc la nouvelle politique industrielle que nous voulons, une industrie qui n'a pas peur de voir grand, une industrie de long terme, durable, qui se projette très loin à l'avenir et qui garde sur son sol sa valeur ajoutée. Alors je précise un tout dernier point qui me paraît tout à fait essentiel. Si nous voulons que la compétition soit équitable, il est temps de changer et de rééquilibrer les termes de la compétition industrielle mondiale. D'autres pays, je ne les citerai pas, produisent eux aussi des éoliennes, des nacelles, des mâts, des rotors, des produits indispensables au déploiement de l'éolien en mer. Mais ces pays ne respectent pas nécessairement les mêmes normes environnementales, ni les mêmes obligations réglementaires. Donc si on livre une compétition internationale sur une base qui est inéquitable, on fragilise l'industrie française et l'industrie européenne. Ma responsabilité, c'est de la renforcer. Et je voudrais donc vous donner mes convictions et ce sur quoi je vais continuer à me battre pour garantir, je n'hésite pas à employer le mot, la protection européenne de notre industrie. Il est temps que l'Europe comprenne que si elle est la dernière à jouer les règles d'un jeu que plus personne ne respecte, elle perdra la partie. Si on veut qu'elle gagne la partie, il est indispensable de changer les règles du jeu et de garantir la protection de notre industrie pour nous battre à armes égales. Nous voulons donc avancer dans 3 directions. La première, c'est de durcir les critères carbone pour l'éligibilité aux appels d'offres. On fait un appel d'offres, on fait des critères carbone, on veut avoir les produits qui soient les plus respectueux possible de l'environnement. Eh bien, il faut que ces critères carbone soient les plus durs possibles. Ça veut dire, par exemple, pour être très concret, de prendre en compte le transport. Ce n'est pas la même chose de produire une pale d'éolienne ici, à Saint-Nazaire, ou de la faire venir d'un pays qui est à 5 000, 6 000 ou 7 000 km. Pourquoi est-ce qu'on ne tiendrait pas compte de l'empreinte carbone du transport? Je veux que nous tenions compte de l'empreinte carbone du transport dans le calcul de l'éligibilité aux appels d'offres. Je veux aussi que nous puissions prendre en compte le vrai empreinte carbone du mix énergétique des pays d'origine et pas simplement se contenter d'un certificat d'origine. Je suis très sceptique sur le certificat d'origine qui est donné sur une usine ou sur une autre dans un pays où le mix énergétique global n'est pas très satisfaisant en termes d'émissions de CO2. Je propose donc que nous interdisions les certificats d'origine et que nous prenions en compte la vraie empreinte carbone du mix énergétique du pays d'origine
ce sera plus juste, ce sera plus équitable. On gagnera pour l'emploi, on gagnera pour l'industrie et on gagnera pour le climat. Deuxième série de propositions, je souhaite que nous diversifions les approvisionnements et qu'on garantisse qu'on ne soit jamais pieds et poings liés avec un seul continent ou un seul pays étranger. Nous voulons donc limiter à 50% la part de projets énergétiques qui seraient réalisés par un pays en dehors de l'Union européenne. C'est important pour les éoliennes dont je viens de parler, c'est absolument décisif pour les panneaux photovoltaïques que nous importons aujourd'hui massivement. Si nous fixons un critère de limite à 50%, nous diversifierons l'approvisionnement et nous soutiendrons la filière en France et en Europe. Enfin, dernière proposition que je vous fais aujourd'hui, je veux me battre pour le contenu européen. Enfin, est-ce que vous pensez qu'il viendrait à l'idée du gouvernement chinois d'équiper ces champs éoliens offshore d'autres équipements que d'équipements chinois? Ils sont à 96% chinois. Est-ce que vous pensez qu'il viendrait à l'idée du gouvernement américain d'équiper ces champs éoliens d'autres produits que de produits américains? Et même chose dans d'autres secteurs. Non, alors pourquoi est-ce que l'Europe serait la seule à dire « Moi, mon marché, il est totalement ouvert, vient qui veut, et il n'y a absolument aucun critère de contenu européen. Je propose un critère à 50% de contenu européen lorsqu'on réalise un champ éolien en mer ou d'autres grands projets industriels. » Voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous voyez notre détermination avec Roland Lescure. Vous voyez notre enthousiasme. Parce qu'ici, à Saint-Nazaire, on peut croire dans la France. Ici, à Saint-Nazaire, on peut croire dans notre industrie. On peut croire dans la décarbonation de notre économie. Alors oui, je le redis, nous avons pris du retard à l'allumage, mais croyez-moi, nous serons rapides dans le déploiement. Nous resterons dans la course énergétique du XXIe siècle et nous la gagnerons. Merci à toutes et à tous.